Nous sommes le 6 juin 1944. L'aube se lève sur les plages normandes. La nuit a été calme dans les Winterstandes du Calvados. Entre Vierville et Colville-sur-Mer, la brume au large se dissipe doucement et laisse apparaître une armada de bateaux face à eux. Comment est-ce possible? Les Alliés ne peuvent pas posséder autant de navires. Et pourtant, dès 5 heures du matin, l'armada au large de la côte déchaîne son feu et lance ses hommes par vagues à l'assaut des différentes plages normandes. La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions OREP, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions OREP permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France, mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Lorsque les plans du Cossack sont finalisés au mois de décembre 1943, le secteur entre Vierville-sur-Mer et Colville-sur-Mer est affecté aux Américains. Ce secteur est pourtant réputé difficile. La plage de 7,5 km est surmontée de petites falaises où sont perchés les Allemands dans le Winterstandes. Ceux-ci défendent les 4 sorties possibles de la plage vers les villes de l'intérieur que sont Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer et Colville-sur-Mer. Ces goulots d'étranglement sont considérés par le haut commandement comme négligeables. Tout a été prévu par les planificateurs américains pour que les hommes débarquent sans encombre. D'abord, le secteur est tenu par la 716e division allemande qui se trouve être de médiocre qualité et peu nombreuse. Une première vague de bombardements aériens massifs des défenses clouera les Allemands sur place. Puis, à l'arrivée des navires de guerre, un bombardement naval pulvérisera le reste des défenses côtières. La vague 0 sera composée de 4 bataillons du génie américain sur les 9 prévus, qui ouvriront 16 chemins dans les défenses allemandes grâce à leurs bulldozers et leur équipage de déminage spécialisé. Pour les protéger pendant le travail et limiter les pertes, les tanks bataillons 741 et 743 de chars fourniront chacun 32 Sherman DD aux différents secteurs, Dog, Easy et Fox, comme première vague blindée. Et encore 32 chacun de plus en une seconde vague de soutien à l'infanterie déjà débarquée dans un second temps. Et pour finir, un assaut massif d'infanterie sur l'ensemble de la plage réalisé par la 1re et la 29e division d'infanterie submergera les défenses allemandes et commencera sa progression dans les terres. Sur la pointe ouest de la plage, le secteur Charlie est attribué à la compagnie C du 2e US Ranger pour prendre le WN-72 qui est identifié comme un point de défense critique. Son positionnement en avant de la plage met son canon de 88 mm et ses mitrailleuses en enfilade de celle-ci. Puis, une fois le WN-72 sécurisé, ils doivent prendre la batterie de Grand Camp-Mézy positionnée dans l'arrière-pays, après avoir fait la jonction avec le reste du bataillon du 2e US Ranger affecté à l'assaut de la pointe du Hoc. Tout cela est un plan avec un horaire extrêmement fin. Chaque vague menée par les barges de débarquement devront suivre un planning précis, secteur par secteur, barge par barge. Les responsables américains ont refusé l'aide des Britanniques et des bataillons des Hobart Funny Tank, car ils ont considéré que les tanks spécialisés de l'ingénieur Hobart étaient des gadgets. Seuls les Sherman DD pour duplex drive et les bulldozers du génie seront les équipements lourds disponibles sur Omaha. Cet orgueil typiquement américain va coûter de nombreuses vies sur Bloody Omaha, Omaha la sanglante. En effet, nous avons vu que les tanks Crab, avec leurs fléaux, ont ouvert de larges voies au milieu des champs de mines des plages britanniques. Et que les Havres, avec leurs tourelles mortiers de 230 mm, ont permis de percer les murs anti-tanks ainsi que les bunkers des plages des WN face à eux, ouvrant ainsi la voie à l'infanterie vers l'arrière-pays. Pour la plage d'Omaha, couvrant plus de 7,5 km de large, il est prévu l'utilisation de 2 divisions américaines. La première division choisie est la première division d'infanterie américaine, The Big Red One. C'est la division d'infanterie la plus expérimentée de l'armée américaine. Elle a déjà fait les débarquements d'Afrique du Nord et celui plus difficile de Sicile. Malgré cela, ces hommes endurcis n'ont pas encore conscience des difficultés qu'ils vont rencontrer. La seconde division prévue est la 29e division d'infanterie.
Cette division n'a jamais connu de champ de bataille, c'est une division de bleus, à peine sortie des camps d'entraînement et dont les effectifs viennent de la garde nationale formée de réservistes. Seuls quelques officiers et sous-officiers ont l'expérience du feu et les experts américains les considèrent largement suffisants à la bonne tenue des hommes sous le feu ennemi. Cela fera une différence tragique sur la plage, car les hommes laissés à eux-mêmes au milieu de l'enfer d'un débarquement va grandement favoriser les pertes. Dédiée au petit secteur Charlie, la compagnie C du 2e US Ranger est une troupe d'élite dont le gros des troupes est envoyé à la pointe du Hoc. La compagnie doit débarquer dans le secteur Charlie et prendre le WN 73 et 72 à revers. Ils ont pour cela leur matériel spécialisé pour l'escalade de la falaise. Puis, ils doivent se diriger vers la pointe de la Percée à l'ouest avant de rejoindre le reste du 2e US Ranger à la pointe du Hoc. En soutien à ces troupes d'infanterie, les tanks bataillons des 741e et 743e de chars va fournir la puissance de feu blindée aux troupes de la plage. Les tanks bataillons sont des régiments équipés de Sherman Standard et des Sherman DD dits duplex drive, pouvant avancer sur l'eau, répartis en 4 compagnies de 32 chars et une compagnie de tanks légers M5 Stewart. Le reste des troupes est surtout composé des unités de génie dédiées aux plages. Des unités de support telles que l'artillerie et les unités médicales arriveront une fois le débarquement réussi. La première vague, qui va commencer à 6h30, se compose des unités suivantes. La compagnie C du 2e US Ranger sur Charlie, du 116e régiment de la 29e division d'infanterie, composée des compagnies A, E, F et G, qui iront sur Dog Green, Dog White, Dog Red, ainsi que sur Easy Green. Du 16e régiment de la 1re division d'infanterie, composée des compagnies E, F, I et L, qui iront sur Easy Red, Fox Green et Fox Red. La première vague va comprendre 1550 hommes répartis en 9 compagnies et 64 chars Sherman DD en soutien. La plage d'Omaha est fortement défendue avec un réseau de Widerstandsnetz répartis tout le long de la plage. Il y a 10 Widerstandsnetz en première ligne sur la plage. Les sorties principales de la plage entre les collines sont encadrées chacune par 2 WN. À l'ouest, dans le secteur du 116e régiment, la sortie Dog One est entourée des WN 72 et 71. Et la sortie Dog Free est composée par les WN 68 et 66. À l'est, dans le secteur du 16e régiment, la sortie Easy One est entourée par les WN 65 et 64. Et la sortie Easy Free est défendue par les WN 62 et 61. Et à l'extrême est de la plage, le WN 60 protège le petit chemin codifié Fox One qui donne accès au plateau au-dessus de la plage. Au centre, entre les sorties Dog One et Dog Free, sur la colline se trouve le WN 70 surplombant la plage. C'est le point de défense antiaérien de la plage et il contient aussi des mortiers et un canon d'artillerie de 80 mm. La plage d'Omaha reçoit aussi le soutien de 2 batteries d'artillerie sous casemate. À l'est, celle de Longueville-sur-Mer et à l'ouest, celle de la pointe du Hoc. C'est pour cette raison que l'assaut sur la pointe du Hoc par le 2e US Ranger est ordonné. Une seconde ligne de Widerstandsnetz dans l'arrière-pays immédiat est composée du WN 63 à Colville-sur-Mer et des WN 67 et 69 à Saint-Laurent-sur-Mer. De plus, sur la gauche de la sortie Dog One se trouvent les WN 73 et 74 positionnés sur la colline en surplomb du WN 72. Ils permettent de défendre la plage et Vierville-sur-Mer. Toutes ces nombreuses défenses devaient être garnies avec les hommes de la 716e division d'infanterie. La 716e division d'infanterie est, comme on l'a vu sur d'autres vidéos, une division statique, c'est-à-dire qu'elle a peu de moyens de mouvement. Elle doit tenir la côte. C'est une division construite à partir des dernières mobilisations allemandes composée de très jeunes ou de très vieux Allemands, ainsi que des troupes de prisonniers russes du front de l'Est. En plus de sa piètre qualité, la division n'est opérationnelle qu'à 50% de son effectif normal, ce qui réduit fortement l'efficacité des défenses de la côte. Ce point a clairement été identifié par le renseignement américain pour le choix de la plage. Mais Rommel a lui aussi identifié le point faible d'Omaha, et le 15 mars 1944, il fait monter en première ligne la 352e division d'infanterie. Ainsi, la 352e prend le pouvoir de décision sur l'ensemble des troupes se trouvant entre Isigny dans le secteur américain jusqu'à Oromanche dans le secteur anglais. La 352e est une division d'infanterie moderne d'élite, créée fin 1943 sur le nouveau modèle allemand de division d'infanterie. Elle se compose des restes de vétérans du front de l'Est des 268e et 321e divisions d'infanterie. En juin 1944, elle est à son plein potentiel avec 12 700 soldats, dont 7 300 combattants de première ligne, ce qui est exceptionnel pour l'armée allemande de l'année 1944. Ces soldats sont équipés en quantité du nouveau matériel d'infanterie, appuyé par un régiment d'artillerie dédié aux différents régiments de grenadiers.
L'ensemble, appuyé et protégé par des bataillons spécialisés comme le génie, le bataillon anti-tank et le bataillon de reconnaissance. La force principale de la division se compose de 3 régiments de grenadiers, les 914, 915 et 916e. Chacun est assigné à un secteur le long de la côte. C'est le 916e régiment qui a la charge du secteur d'Omaha et il est complété par le 726e régiment de grenadiers de la 716e division d'infanterie. L'ensemble porte les effectifs de défense à plus de 3500 combattants de première ligne. Ce renforcement des effectifs dans le secteur d'Omaha passe complètement inaperçu aux yeux des planificateurs américains. L'information a pourtant bien été envoyée par la résistance française et les observateurs du SOE. Mais elle a dans un premier temps été ignorée car peu vraisemblable. Quand les confirmations de fin mai valident les premières informations, il est déjà trop tard pour changer les plans et la 352e fait juste l'objet d'une note de bas de page. Ce sera la mauvaise surprise du D-Day côté américain. Les 716e et 352e divisions sont sous les ordres du général Erich Marx, commandant le 84e corps d'armée allemand en position au niveau du Cotentin et jusqu'à Rouen. Son quartier général se trouve à Saint-Lô. Durant la nuit du 5 au 6 juin 1944, les officiers d'état-major du général Marx fêtent son anniversaire à minuit le 6 juin. Le général Marx est en effet né le 6 juin 1891. La fête se veut sobre et elle permet au général de veiller plus tard que prévu. À 2h11, il reçoit un coup de téléphone urgent du commandant William Richter de la 716e division qui lui annonce de gros parachutages d'anglais sur l'Orne et jusqu'à Caen. Rappelons que la 6e division anglo-canadienne a eu de gros problèmes de parachutage, dont un stick qui est tombé en plein dans le QG allemand de Caen. Cet épisode est raconté dans ma seconde vidéo. La 6e Airborne prend l'est de l'Orne, opération d'Estic et Tonga. Le général Marx est un vétéran et il sent que quelque chose se passe. Il prend alors la décision de mobiliser la 352e. Le 915e régiment doit aller épauler le 914e vers 40 ans où des parachutistes américains sont annoncés. À 3h du matin, il fait monter le 916e et le 726e dans tous les Widerstandsnest de la côte. C'est donc des défenses bien en place et bien garnies qui vont attendre les GI sur la plage. Le jour se lève et l'assaut va commencer. Il est 3h30 du matin quand les 1028 navires de la Force O, dédiés à la plage d'Omaha, arrivent à leur point de départ pour l'assaut. La nuit est encore agitée des restes de la tempête de la veille. À 4h15 du matin, les navires de transport commencent les premiers embarquements d'hommes et de matériel pour Omaha Beach qui sera la première plage de la journée du 6 juin. Les navires de guerre de la Force O en profitent pour se positionner face à la plage. Le bombardement naval est prévu entre 5h45 et 6h25, laissant 5 minutes aux barges de débarquement pour arriver et débarquer. Mais voilà, à 5h20, une batterie allemande ouvre le feu sur les navires qui approchent dans le noir. Les silhouettes sont apparues dans leur viseur et les Allemands font feu les premiers, sans dégâts pour la Force O. Il est donc 5h25 quand le bombardement naval commence en ciblant en premier les éclairs de la batterie allemande. Pendant ce temps, une force aérienne de B-17 se présente face à la plage pour bombarder les défenses qui vont accueillir les GI. Il a été décidé que contrairement à Utah Beach, les bombardiers doivent arriver perpendiculaires à la plage, alors que le bombardement de Utah, les bombardiers ont parcouru la plage dans la longueur. De ce fait, le bombardement aérien a un timing très serré. Mais il a été décidé en haut lieu au dernier moment de rajouter 2 secondes au timing calculé pour éviter un bombardement ami sur les troupes qui, dans leur chaloupe, arrivent sur la plage. Les 2 secondes en plus vont avoir un impact important car aucune bombe aérienne ne touchera les défenses de la plage, vu qu'elles vont toutes se perdre à 5 km dans l'arrière-pays normand. Le premier effet d'impact sur les défenseurs est nul. Reste maintenant le bombardement naval avec les destroyers, croiseurs et cuirassiers américains et français pendant presque 1 heure. Mais voilà, la mer est encore agitée de la tempête de la veille et le rideau de fumée de protection est toujours en place. La peur des batteries côtières allemandes de Longues-sur-Mer et de la Pointe du Hoc fait que les navires restent à une distance trop importante vis-à-vis de la plage. Ce qui fait que les navires ne voient pas les objectifs et ne peuvent pas corriger au visuel les dégâts sur les défenses. En conséquence, il est estimé qu'à peine 10% des défenses de Omaha sont détruites au moment de la première vague. C'est donc des plages avec leurs défenses opérationnelles qui vont accueillir la première vague d'assaut. Le débarquement d'Omaha commence avant même de toucher terre par une tragédie. Le commandement du tank bataillon 741 de chars décide de mettre tous les tanks DD à l'eau en même temps à plus de 4 km de la plage. C'est environ 3 miles américains. Les tanks DD équipés de leurs jupes étanches n'ont été testés que dans des conditions ne dépassant pas les 1 mètre de creux de vague.
27 des 32 tanks DD du 741e coulent peu de temps après leur mise à l'eau dans cette mer comptant des creux entre 1 et 2 mètres. Il est finalement décidé que les 5 tanks restants seront directement déposés sur Easy Red. À leur arrivée, 3 tanks sont immédiatement mis hors de combat par les canons anti-tanks allemands. Les 2 tanks restants devront attendre les renforts en se positionnant entre 2 eaux pour limiter les tirs contre eux. Avec la seconde vague sur les 64 tanks du 741e prévus en support, seulement 18 toucheront la plage. Pour le tank bataillon 743e de chars, les officiers décident de transporter les tanks directement sur la plage. Les 32 chars de la première vague vont arriver à la limite de Dog White et Red à 6h29, trop loin de l'infanterie pour lui servir de support durant le premier assaut. Les tanks seront seuls une bonne partie de la matinée, ne pouvant pas avancer sans le support de l'infanterie. Ils resteront à la limite de la marée pour limiter les pertes. Sur les 50 LCA prévus pour cette première vague, 10 vont couler avant d'atteindre la plage, noyant la majorité des hommes emportés par le poids de leur matériel. Lorsque les premiers hommes vont toucher la plage, c'est le silence qui les accueille, laissant supposer que les bombardements ont réussi. Mais le silence est de courte durée. Le 352e a ordonné à ses troupes d'attendre que les premiers soldats sortent avant de commencer les tirs. Les premiers à toucher terre sont les rangers de la plage Charlie à l'extrême ouest. Le capitaine Ralph Goranson a comme objectif la jonction avec ses camarades à la pointe du Hoc. Ici nous sommes sur un assaut comme à la pointe du Hoc. Les hommes sont entraînés mais les défenses allemandes vont mettre à mal les rangers. Le premier LCA va prendre 3 obus de 88 mm tuant 12 rangers et le second LCA va perdre 15 rangers par les tirs de mitrailleuses. 35 rangers sur 64 seront mis hors de combat avant d'atteindre le sommet de la falaise entre les WN 73 et 74, permettant de contourner par la suite les défenses du WN 72. Sur Dog Green, la première vague va être une tragédie. Avant l'arrivée sur la plage, la compagnie A du 116e régiment va perdre 2 LCA durant l'approche. Sur les 4 LCA restants, ils vont débarquer face aux mitrailleuses des WN 71 et 72. Le LCA contenant les officiers de la compagnie dont le capitaine Taylor Feller va être complètement annihilé, comptant 100% de morts. Les 3 autres LCA vont débarquer les hommes, mais entre les mitrailleuses, ceux qui se noient ou explosent sur les mines, en 20 minutes la compagnie A a cessé d'exister. Sur les 155 soldats, presque 100 vont mourir sur la plage, et les autres seront tous blessés. D'après les rapports post-bataille, il est estimé que ce massacre n'a été réalisé que par 2 ou 3 équipes de mitrailleurs seulement. Sur Dog White et Red, c'est le calme plat. Les compagnies F et G subissent un fort courant de côté et vont débarquer dans le secteur Easy Green, à la limite de Dog Red. Heureusement pour ces 2 compagnies, la fumée devant le WN 66 et 65 va masquer leur arrivée, les sauvant de l'annihilation. Pour la compagnie F, le temps de se mettre à l'abri. 50% des hommes seront touchés par le WN 68. Pour la compagnie E, c'est encore plus chaotique. Un tiers de la compagnie va se retrouver en plein dans le secteur Easy Red seul, tandis que les 2 tiers restants finiront trop à l'est entre Easy Green et Easy Red au milieu de la première division. Justement, dans le secteur de la première division, cela ne se passe pas mieux. Le 16e régiment a déjà réalisé 2 débarquements en 19 mois, mais la fumée va masquer les marqueurs de plage. Le fort courant va déporter toutes les barges vers l'est. L'est de la plage Easy Red va être assez facile à prendre, mais c'est le 2e bataillon de la compagnie E du 16e régiment qui va arriver sur cette plage. C'est ce bataillon qui va réaliser l'action la plus héroïque du jour. 50% de la compagnie F va débarquer face au WN 62 à la limite entre Fox Green et Easy Red, là où se trouve Heinrich Severall qui gagnera le surnom de la bête d'Omaha. Seuls 14 hommes sur les 64 atteindront le mur de la plage. Les restes des compagnies E et F se retrouvent à l'autre bout de la zone Fox Green, soit à plus de 3 km de leur plage d'objectif. Dans cette confusion, 13 LCA vont débarquer entre le WN 61 et 62, en plein dans la zone couverte par les mitrailleuses. Dans l'un des LCA, seulement 7 hommes sur 32 arriveront à la plage. C'est un vrai massacre. Sur Fox Green, les effets sont du même niveau que la compagnie A du 116e. La compagnie L arrive à 7 heures sur Fox Red, complètement à l'est de la plage, face à une falaise de 40 mètres de haut. Malgré cela, 35% des hommes sont mis hors de combat, mais la compagnie L sera la seule compagnie de la première vague à garder sa cohérence. La compagnie I s'est perdue trop à l'est. Le capitaine Kimball Richmond s'en rend compte et il demande de faire demi-tour pour atteindre la bonne plage. Sur le retour, 2 LCA sont submergés par la mer, mais les troupes seront récupérées par un bateau de patrouille. Enfin, la compagnie I avec ses 4 LCA restants vont débarquer sur Fox Green à 8 heures en plein milieu de la seconde vague.
Dans cette confusion de LCA, les bateaux des ingénieurs organisés en équipe de nettoyage souffrent de lourdes pertes. Certains de leurs bateaux chargés d'explosifs vont exploser suite à des tirs de canon allemands. Pour la plupart, leur courage est impressionnant, car ils vont rester à découvert pour essayer d'ouvrir les fameux passages sécurisés pour les vagues suivantes. Cependant, seul un semin sur 16 est sécurisé après la première vague. Dans le premier rapport reçu par le commandement 1 heure après le début du débarquement, il est clair que cela se passe très mal. Les troupes ne sont pas sur leur plage, les pertes sont impressionnantes, et les Allemands ne sont pas les troupes de seconde zone annoncées. Mais surtout, pour le commandement US, ils n'ont réalisé aucune percée dans le mur de l'Atlantique. Le souci est que les autres vagues sont déjà en route et elles ne sont pas au courant du destin qui les attend sur la plage d'Omaha la Sanglante. Le LCA du 2e bataillon de la compagnie E, sous les ordres du lieutenant John Spalding, débarque à l'endroit de la compagnie F sur Easy Red. Malgré les mitrailleuses, 20 des 32 hommes arrivent sans blessure à côté d'un point faible de la défense allemande. L'ingénieur du bataillon, le sergent Philipp Strezik, va ouvrir un chemin sécurisé pour la troupe. Ils vont ainsi faire la première percée du jour dans les défenses allemandes dès 7h45. Le sergent Strezik va courir au travers d'un trou dans les défenses de la plage, ouvrant la voie à son peloton. Ils vont longer le bord de la plage petit à petit en prenant les Allemands de flanc, en éliminant les obstacles un à un jusqu'au WN-62 où ils vont arriver sur les arrières du WN en début d'après-midi. Le sergent Strezik gagnera la DSO pour avoir mené cet assaut et il sera décoré par Montgomery lui-même de la UK Military Medal. Le sergent Strezik continuera le combat de la bataille de Normandie en passant par la poche de Mons à la bataille de la forêt de Hürtgen. Là, après 440 jours de guerre de la Tunisie à l'Allemagne, ses nerfs lâcheront, obligeant l'armée à le démobiliser. En tout, il aura gagné 3 Silver Stars et 6 Bronze Stars pour sa bonne tenue au combat. Mais, malgré le héros qu'il est devenu aux yeux du commun des mortels, son syndrome post-traumatique ne l'a pas quitté. Après une ultime crise, il se suicide d'une balle dans la tête le 25 juin 1958. La bataille d'Omaha Beach est très mal engagée et l'on ne voit pas comment les Américains vont s'en sortir. 60% des morts américains du jour ont été réalisés durant cette première vague. Voilà qui conclut la première partie de la bataille d'Omaha Beach. La fin de la bataille d'Omaha Beach va vous être contée dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez un commentaire sur la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long et la bataille de Normandie.